Bonsoir à toutes et à tous. Une importante fuite de carburant découverte à la plage de Thiaroye-sur-Mer près du quai de pêche. Les populations craignent pour leur sécurité. Pendant ce temps, le SEMGA, en visite de contact dans les différents corps de l'armée, soutient que c'est un devoir pour eux de veiller à la sécurité des côtes sénégalaises avec la découverte du pétrole et du gaz. Vous l'entendrez dans ce journal. Les travailleurs de l'usine Médis contraints au chômage technique par leur employeur. En rassemblement ce matin, ils soupçonnent ce dernier de vouloir fermer l'entreprise. Affaire Tahibou Ndiaye, le président de la chambre criminelle rejette le pourvoi en cassation de la défense. La réaction des deux parties à suivre dans cette édition. Et puis le G6 maintient sa grève et sa marche du 23 janvier prochain. La rencontre syndicat enseignants, ministère de la fonction publique n'a pas été en franc succès. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Fuite de carburant à la plage de Thiaroye-sur-Mer, près du quai de pêche. Une quantité importante même, et qui inquiète les populations riveraines qui craignent pour leur sécurité. La SAR est alertée selon ces populations, mais elle n'a pas voulu se prononcer. Une situation qui pourrait avoir des conséquences sur le plan environnemental. Un reportage signé Nongoka et Asmalik Diop. Sur la plage de Thiaroye-sur-Mer, les vagues se déferlent timidement tout près des trous dans lesquels sort une quantité importante de carburant. La découverte impressionne tous ceux qui viennent fréquenter la plage. On a vu du pétrole ou bien du gaz ici, parce que depuis vendredi, on constate qu'il y a quelque chose qui sent ici. Bon, il y avait un jeune qui s'appelle Khadim, qui a découvert qu'il y a quelque chose qui sent ici. Il a creusé, il a vu du pétrole ou bien de l'essence. Donc pour nous, c'est pourquoi on a appelé les médias pour arrêter la population sénégalaise ou bien les autorités sénégalaises pour qu'ils viennent faire quelque chose, essayer de protéger la zone parce que c'est très dangereux actuellement. Les mécaniciens qui ont leur atelier non loin du site y voient une aubaine, non sans hésiter, de puiser de ce carburant et remplir leur bidon. On a creusé beaucoup de trous. On a vu qu'il y a beaucoup de gaz ou bien de l'essence ou bien de pétrole qui sort sur la sol. Donc pour nous, notre rôle, c'est d'alerter la population sénégalaise ou bien les autorités sénégalaises. Le matin, le maire est venu ici. Même une délégation de la SAR est venue. Le maire c'est qui? Le maire c'est Ndiagagna. Il est venu, il a constaté les choses. Il a vu ce qui se passe. Même là, une délégation de SAR est venue. Bon, il a dit qu'il va interpeller les autorités étatiques pour essayer de dire quelques mots avec eux pour qu'eux viennent ici, essayer de savoir ce qui se passe. Dès que la fuite de carburant est constatée, un cordon de sécurité est établi et les autorités alertées. Actuellement, ici, sur le place de Thiaroye-sur-Mer, c'est très dangereux parce qu'il y a du gaz, il y a du pétrole. Donc l'État du Sénégal, s'il m'entend, doit faire quelque chose, essayer de protéger la zone parce qu'actuellement que je vous parle, on est ici, nous n'avons pas les moyens pour parler avec la jeunesse. Nous n'avons pas les moyens pour dire qu'il faut arrêter de mettre de l'essence sur des bidons pour essayer de les amener dans le village. Les fuites d'hydrocarbures sont très fréquentes à Thiaroye-sur-Mer. Souvent, elles proviennent des conduites de la SAR. D'ailleurs, les agents de la SAR dépêchés sur place n'ont pas souhaité se prononcer. Et puis le général Biram Diop considère que c'est un devoir pour l'armée de veiller à la sécurité des côtes sénégalaises avec la découverte du pétrole et du gaz. Le nouveau chef d'état-major général des armées insiste sur l'importance de veiller à l'évolution de l'espace maritime sénégalais. Il s'exprimait en marge d'une visite de contact avec les différents corps de l'armée. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par nos confrères de la DIRPA. Notre sous-région souffre d'une instabilité et d'une insécurité due surtout à des actions de groupes extrémistes violents. Mais vous conviendrez avec moi dans le même temps qu'au-delà de ces défis sécuritaires qui se passent dans la partie surtout orientale de notre pays, nous avons le devoir de regarder vers la partie occidentale, où, du fait de la découverte des ressources gazières, pétrolières, nous allons très bientôt être témoins
d'évolution assez importante dans notre espace maritime. La physionomie de notre espace maritime va donc forcément évoluer. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que ça évolue avant de penser à comment se comporter. Il faut que d'ores et déjà, nous travaillions à mettre en place ce qu'il faut comme ingénierie pour pouvoir prendre en charge cet espace qui va beaucoup évoluer. Parce qu'ensemble, nous pouvons réussir, mais divisés, nous ne pouvons pas. Voilà, c'était le SEMGA, réorganisation de Petrosen. Des filiales créées par le groupe. Des branches opérationnelles sont mises en place pour améliorer le service du pétrole et du gaz, selon le PDG Mamadou Faye, qui s'est prononcé au micro d'Habib Faye et Ahmadouba. Bon, je pense que c'était une exigence vu la situation et l'état d'avancement des projets de développement dans le pétrole et le gaz. Au mois de mars, les autorités nous ont demandé de passer à la phase de réorganisation de Petrosen en créant des filiales aval et amont pour simplifier. Alors, ce n'est rien d'autre qu'une continuité par rapport à ce qui existait avant. Petrosen s'occupait de l'exploration essentiellement des activités de promotion. Avec la création de ces filiales, on va créer des branches opérationnelles qui vont prendre en charge la majeure partie des activités de la société. Et pour les rendre plus autonomes, on a préféré créer des filiales que de laisser passer, que de faire des départements internes. Donc c'est surtout ça. L'exploration-production, donc le département exploration-production va prendre en charge les activités que nous avons aujourd'hui avec les compagnies pétrolières. Et l'aval de Petrosen va développer les filières aval avec la transformation des produits pétroliers et la valorisation de ces produits. Et puis 25 jeunes vont être formés sur les métiers du pétrole et du gaz par BP. Une formation d'une durée de 4 ans qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'apprentissage. Cette formation devrait permettre même aux bénéficiaires de travailler dans de très bonnes conditions à l'horizon 2022. Nous voyons tout cela dans cet élément signé Habib Faye et Ahmadouba. 25 jeunes techniciens sénégalais recrutés dans le programme national d'apprentissage de BP pour 48 mois. Après la sélection de 22 autres ingénieurs à l'Institut national Pétrogaz, ils vont participer à l'exploitation de ces énergies après leur formation de 4 ans. Le programme mis en place par BP, consistant à former 25 jeunes apprentis sénégalais appelés à rejoindre dans un futur proche le grand projet GTA que nous partageons avec la République sœur de Mauritanie. BP compte renforcer la solidité de ses engagements en mettant en œuvre une politique de contenu local. Pour la dynamique positive de sincère collaboration que vos équipes ont su imprimer à notre partenariat. Un partenariat que nous pouvons résumer sous cette belle formule, Khatiendo Dorundo. Les bénéficiaires, soucieux de ce qui les attend, invitent les jeunes à s'imprégner davantage dans les métiers du pétrole et du gaz. Nous allons effectivement servir de relais à la génération future parce que nous voulons que tout un chacun croie en lui et que donner la chance à nos petits frères et surtout aux femmes pour qu'elles sachent qu'il y a la parité, tout un chacun peut faire. Tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire également. Ils étaient au début plus de 1200 postulants. Finalement, seuls 25 au Sénégal vont être formés. Ils effectueront leur première expérience dans les eaux du pays et de la Mauritanie, qui elle aussi aura le même nombre de techniciens. Sur le front social, les travailleurs de Médis, c'est une société de production de produits pharmaceutiques. Ils sont très remontés contre leur employeur qui les a contraints au chômage technique. Ce matin, l'accès à la boîte a été interdit aux travailleurs. Ces travailleurs annoncent une lutte sans merci pour la restauration de leurs droits. Les explications de leur porte-parole, cher Ousmane Diop, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous avons demandé, à la suite de ce mémorandum, nous avons adressé des correspondants à toutes les autorités, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, la direction de la pharmacie et des médicaments, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame Eva Marie Coll-Seck, qui était là lors des négociations de rachat de cette industrie par Médis auprès de Sanofi. Donc des engagements ont été pris par le PCA devant l'ambassadeur de Tunisie au Sénégal. Madame le ministre avait
formuler des exigences. Premièrement, le respect de la réglementation en vigueur au niveau du Sénégal en matière de droit du travail. Le respect des droits des travailleurs. Et surtout, la préservation de l'outil de production. Parce que le Sénégal compte sur Médis pour obtenir des médicaments de premiers soins pour la population. Aujourd'hui, il décide d'arrêter l'usine sans aviser l'autorité de tutelle. Pendant 6 mois, il n'y aura pas de production de médicaments, mais c'est extrêmement grave. Mouvement d'humeur des dockers des ports de Dakar. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et 7 mois d'arriérés de salaire. Ils annoncent une marche au mois de février prochain. Là-dessus, je propose de suivre le compte-rendu de leur assemblée générale. C'était cet après-midi et c'est signé Aïssatou Gueiba et Gervais Yao. Ils sont engagés dans un combat, lutter pour avoir de meilleures conditions de travail et une bonne rémunération. Le syndicat des ouvriers dockers des ports du Sénégal évoque beaucoup de points de revendication malgré l'interpellation de certains de leurs camarades. Le bureau, n'est-ce pas, du Sempos BMSP, n'est-ce pas, l'a fait manifestement en retenant, n'est-ce pas, les salaires. Depuis 7 mois, les travailleurs ne sont pas payés. Ni les congés, ni, n'est-ce pas, les institutions sociales telles que l'IPM. Et moi, je pense que le Code du travail est clair en ce sens. Les dispositions de l'article L115, L116 du Code du travail a déjà clarifié, n'est-ce pas, la situation. Donc, il revient, n'est-ce pas, à l'autorité, à la personne, n'est-ce pas, de M. Beydédiane qu'ils ont cité, n'est-ce pas, de régler cette situation. Nous l'avons interpellé dans le sens, n'est-ce pas, qu'ils prennent, n'est-ce pas, l'initiative de parler avec les responsables pour que, par exemple, les 7 mois de salaire soient payés. 3 dockers sont interpellés depuis le mois de septembre pour avoir manifesté contre leurs mauvaises conditions de travail. Aujourd'hui, il est question de leur libération dans les plus brefs délais. Le fait d'arrêter des simples travailleurs qui ne font que réclamer leurs droits au travail. Et qui ne font que réclamer aussi leur salaire, leur dû. Donc nous demandons au nom de l'UNSAS et au nom du bureau exécutif de l'UNSAS la libération immédiate et sans condition de ces 3 camarades qui sont détenus dans les prisons. Nous allons tenir un sitting, n'est-ce pas, suivi d'une assemblée générale et aussi une marche, n'est-ce pas, de protestation. Ces dockers parlent d'un calvaire vécu au port autonome de Dakar. Ils demandent l'intervention des autorités pour de meilleures conditions de vie et de travail. Les tailleurs ont marché dans les rues de Diaoubé-Kabendou pour inviter les Sénégalais à consommer local. Ils ont également émis le souhait à ce que l'État leur vienne en aide pour un renforcement de capacité des jeunes tailleurs. Nous voyons tout cela dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Les membres du mouvement des tailleurs du Sénégal s'étaient donné rendez-vous à Diaoubé-Kabendou, une commune du département de Vélingara, où ils ont battu le macadam pour inviter les Sénégalais au consommer local. Accompagné d'activités culturelles. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à Diaoubé. Nous sommes reçus par les tailleurs de Diaoubé pour, dans le cadre de cet événement, pour faire une réunion de comité directeur, non seulement, mais aussi un défilé de mode pour promouvoir la mode sénégalaise à partir des tailleurs de Diaoubé. Les tailleurs du Sénégal ne sont pas pour l'augmentation du coût de l'électricité. Une possibilité de réduire les taxes surtout, parce que si on dit qu'on a augmenté les taxes d'électricité, vraiment c'est quelque chose qui se répercute sur toute la population sénégalaise, au niveau des ateliers, au niveau des familles en même temps. Parce que nous, en général, on a 2 parts. Il y a des factures électriques dans les ateliers, il y a des factures électriques dans les maisons. Encore ici, on augmente les taux de l'électricité. En ce moment, c'est quelque chose qui est trop dur pour les artisans. Nous n'avons pas un problème. ndax courant bi bu ñu yokkee ñun def ñuy sonal waaw ndax yaa ngi yore sa kër yaa ngi yore sa atelier te actuellement ñëw bi demeewul noonu ak programme garniture bu ñëw ni ñëw bi loolu sonal nañu trop. Ils veulent que l'État les vienne en aide pour un renforcement de capacité des jeunes tailleurs en coupe, couture et mode. Et ça cause problème. C'est ce qui fait que les ateliers, tu vois des ateliers de couture qui ouvrent 2 ans, 3 ans et ferment leurs portes. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas bien formés. Le problème majeur des tailleurs, c'est la formation. Ils ont clôturé leurs activités par un défilé de mode où des tailleurs de chacune des régions du Sénégal avaient montré un modèle d'habillement.
Le G6 maintient sa grève et sa marche du 23 janvier prochain, malgré les échanges d'aujourd'hui avec le ministère de la fonction publique. Les deux parties parlent juste d'une rencontre d'échange. Maria Massar, elle revient également sur les actes délivrés de 2015 à 2019, environ 4000 produits par le ministre. Compte rendu signé Aminata Baresso et Tierno Laurent Mendy. C'était une rencontre très attendue, mais au final, c'est toujours le statu quo. Nous restons quand même sur notre faim, pas par rapport à cette rencontre d'aujourd'hui, mais par rapport au gouvernement de façon générale. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, le président de la République doit s'impliquer pour une solution définitive. Le plan d'action, donc, à savoir un débrayage le 22 janvier à partir de 10 h et une grève totale le 23 janvier, suivie d'une marche dans l'après-midi à 15 h. Donc ce plan d'action, il reste maintenu. Et c'est un plan d'action qui constitue pour nous une alerte, un message fort envoyé à l'autorité, à commencer par le président et au gouvernement, pour qu'il y ait plus d'efforts dans la réalisation du protocole d'accord, mais également qu'il y ait l'ouverture de négociations sur les nouvelles revendications. Entre le G6 et le ministre de la fonction publique, la rencontre n'aura pas abouti à grand-chose si ce n'est un rappel des acquis, tel que la délivrance des actes. Actuellement, ce qui reste dans le circuit de tout le stock, c'est 4000 actes qui sont en instance de signature. Nous avons fait tout le circuit, il ne reste que 866 actes qui restent à signer. Je pense qu'avant la fin de la semaine, nous allons pouvoir les terminer. Et nous considérons aujourd'hui quand même que malgré les efforts qui sont faits par la fonction publique dans la production des actes que nous avons constatés tout dernièrement, en tout cas, nous restons mobilisés. De nouvelles revendications sociales, des assurances de la tutelle, les deux parties se donnent rendez-vous dans les jours à venir. D'ici là, les syndicalistes restent sur leur position. Le plan d'action prévu le 23 janvier sera bel et bien respecté. Nous allons à Louga. L'affectation de 6000 mètres carrés sur le boulevard Abdou Diouf par la mairie crée la polémique dans la capitale du Ndiambour. Le site en question, qui s'étend sur 300 mètres de longueur et 20 mètres de largeur, a été attribué à un promoteur privé pour l'installation d'un parc d'attractions, un projet que certains Lougatois rejettent. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Amartiam. Il est conseiller municipal. Ses propos sont recueillis par Tierno Fall. Pour sensibiliser sur la mortalité maternelle et néonatale, l'équipe médicale du poste de santé de Kermaniang a réuni toutes les femmes de la localité. Nous sommes là avec des objectifs bien précis pour la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. En tant que sage-femme, c'est notre slogan. C'est ce dont nous nous sommes dévoués, matin, soir, nuit et jour, 24 heures sur 24. Je pense que si on fait passer la communication, les femmes vont nous suivre. Parce que je me dis que c'est une question de sensibilisation, de communication et de partage pour qu'elles puissent nous accompagner pour atteindre nos objectifs si précis. Lors de cette cérémonie, un exposé a été fait pour conscientiser ces dernières sur les risques pendant la grossesse. Que la grossesse est un processus. Et avec ce processus aussi, ça peut entraîner des complications au cours de la grossesse. Parce que 9 mois, ce n'est pas 9 jours ni 9 heures. Pour prévenir toute complication, les femmes enceintes sont invitées à respecter les consultations prénatales. Oui, nous avons insisté sur cela parce que l'OMS a mis en œuvre que toute femme enceinte doit avoir respectivement 4 CPN avec une traçabilité. Mais maintenant, on tend vers chaque CPN tous les mois. Pourquoi les CPN? Parce que les femmes, ici au Sénégal, ils ont des tabous. Ne pas aller trop à l'hôpital pour se méfier du mauvais. Toutes nos excuses, vous l'aurez remarqué, ce n'est pas le bon élément. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Justice à présent, affaire Tahibou Ndiaye. Le président de la chambre criminelle de la Cour suprême rejette le pourvoi en cassation de la défense de l'ancien directeur du cadastre. Ce dernier a été condamné par la CRI pour enrichissement illicite avant de confisquer ses biens, une mesure diversement appréciée par les avocats du mis en cause et ceux de l'État. Cheikh Diop et Amadouba étaient à la Cour suprême. Suivons ce reportage. La Cour suprême a tranché sur l'affaire Tahibou Ndiaye. Le pourvoi est rejeté, une satisfaction pour les avocats de l'État. La décision, personnellement, elle ne m'a pas surprise parce que
le juge du fond le juge de la CREI avait très bien motivé sa décision. Bon, il paraissait difficile qu'elle puisse être critiquée. Ça veut dire que la décision n'a pas été suffisamment motivée. Or, elle a été amplement motivée. Et sur de nombreuses pages, c'est une décision qui a plus de 150 pages. Ça a été motivé et les motivations pertinentes ont été rappelées par la Cour suprême. Les avocats de Taïbou avaient saisi la haute juridiction suite à sa condamnation par la CREI à 5 ans de prison ferme et à une amende de plus de 2 milliards de francs CFA. Et donc, dans le cadre du pourvoi qui avait été introduit, nous avions estimé qu'il y avait 23 moyens qui montraient que la loi a été violée. Vous savez, lorsque vous arrivez à articuler 23 moyens, ça veut dire vraiment que rien de bon n'a été fait. Parce que 23, c'est énorme. Après 6 mois d'emprisonnement, l'ancien directeur du cadastre s'en est sorti avec confiscation de tous ses biens. Une décision différemment appréciée par les deux parties. On ne peut quand même pas dire j'ai pris à l'État des biens, et puis, mais il faut qu'on en laisse à mes héritiers. Quand même, c'est pas sérieux. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Je ne vois pas comment on peut juger ça anormal. La décision rendue donne une réponse qui n'est pas conforme à celle-là qui est la réponse de la Cour. Nous la respectons. Mais moi, en tant que juriste, je ne la partage pas. Taïbou Ndiaye était poursuivi pour une affaire d'enrichissement illicite. Ndeye Abidjong, Ndeye Rokhaya Thiam, Mame Fatou Thiam et Aminata Thiam sont accusés de complicité dans cette affaire. Une affaire qui remonte à 2015. Sa défense compte se concerter pour une autre stratégie de leur combat. Demande de liberté provisoire pour Guy Marius Sagna et compagnie. La chambre d'accusation de la cour d'appel se prononce ce mardi. L'information est de Maître Moussa Sarr, avocat de Guy Marius Sagna, qui soutient qu'au vu des faits, rien ne s'oppose à cette mise en liberté provisoire de ses clients. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par nos confrères de la RFM. J'ai reçu moi-même ce matin un avis d'audience concernant l'appel que j'avais interjeté le 23 décembre à la suite du rejet de la demande de mise en liberté provisoire de Guy Marius Sagna, Fallou Galassé et Ousmane Sarr. Donc la chambre d'accusation de la cour d'appel a fixé cette audience pour le mardi 21 à 10h. La chambre d'accusation va examiner notre appel que nous avions interjeté à la suite de mise en liberté provisoire de Guy Marius Sagna, Fallou Galassé et Ousmane Sarr. Nous allons plaider cette affaire-là devant la chambre d'accusation, Inch'Allah, le mardi prochain. J'estime qu'au regard des faits et les ressources que la loi met à ma disposition, en droit, rien ne s'oppose à ce que Guy Marius Sagna, Fallou Galassé et Ousmane Sarr soient libres. D'ailleurs, c'est le contraire qui est étonnant. J'estime que tous les trois réunissent toutes les conditions exigées par la loi pour recouvrer la liberté. Par conséquent, aujourd'hui, la détention, pour moi, en droit, ne se justifie plus, d'autant plus que par rapport même au contexte sociopolitique ou social, leur liberté s'impose pour apaiser la tension. Je rappelle encore une fois que dans notre système pénal, la liberté est le principe, la détention l'exception, même si dans... Le dialogue national doit être un dialogue économique et social. C'est la conviction de Baïdi Agne, membre du comité de pilotage. Cependant, il estime qu'aucun volet ne prend le dessus sur l'autre. Les travaux du comité ont repris ce matin à huis clos sous la direction de Famara Ibrahima Sagna. Je vous propose de suivre Baïdi Agne, interrogé par Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye. Rien ne prend au-dessus de rien. Il y a un dialogue qui est lancé, tous les acteurs sont présents, ça se déroule très bien. Bien sûr, nous sommes là-dedans plus pour les questions d'économie et nous pensons que le dialogue national doit encore être un dialogue économique et social, principalement. Bien sûr, tous les autres acteurs, l'importance de cela est éprouvée et je pense qu'il faut appuyer l'idée de ce dialogue et que nous verrons au bout de 3 mois les conclusions et de leur mise en œuvre surtout. Et puis le projet Roadmaps to Security in Sénégal et Burkina Faso déterminé à rendre nos routes plus sûres. Les États membres en partenariat avec l'ONG Partners West Africa Sénégal ont décaissé un financement à hauteur de 2 millions de dollars pour atteindre l'objectif fixé. Nous écoutons à ce propos les explications d'Adiaratou Aïdara Diaye qui revient sur la phase 2 du projet. Elle est interrogée par Maguette Soare Diallo.
La première phase pour les 3 membres du consortium était de 2 millions de dollars 500. L'idée, c'était de pouvoir revoir le concept de sécurité routière qui n'intégrait pas uniquement les accidents de la circulation, mais l'utilisation de la route et tous les types de trafic qui accompagnent l'utilisation de la route, notamment les pièces afférentes à la conduite de voiture, les trafics en utilisant bien sûr la route, les mototaxis, mais également les voitures, l'émigration clandestine. Donc, dans ce projet, nous mettons en place la prévention, mais également nous agissons à travers les séances de sensibilisation, d'éducation de la population sur le comportement humain. Donc, l'État a bien voulu nous accompagner en désignant dans le comité de pilotage des représentants des ministères concernés, avec la gendarmerie et la police. Donc, les visites de proximité, les débats ont convaincu les populations et les forces de défense et de sécurité que c'était une bonne approche. En 2 ans, ce sont ces résultats que nous avons pu avoir et nous pensons donc qu'il fallait donc étendre maintenant ce projet au niveau national puisque c'était juste 2 axes qui ont été choisis et le bailleur, donc l'ANLL, a bien voulu donc nous financer une 2e phase donc pour maintenant essayer donc d'avoir un maillage national. Et puis après une tournée à Thiès, Kédougou, Tamba et Matam, la RTP décèle une insuffisance de couverture, l'absence de bureaux de poste et des problèmes liés à la sécurité dans le réseau. L'autorité de régulation entend booster les investissements pour répondre aux besoins des populations et ses services ont rencontré ce matin les opérateurs de téléphonie mobile. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dian. Kédougou, Tambacounda, Matam et Thiès, des régions qui souffrent de la qualité du réseau des opérateurs de téléphonie mobile. Le directeur général de la RTP parle d'un problème d'investissement après des visites de terrain. Les raisons, c'est essentiellement des problèmes d'investissement, et surtout des problèmes d'investissement. Maintenant, les responsabilités sont un peu partagées, mais elles sont d'abord au niveau des opérateurs. Donc, ce sont des plans d'investissement qui parviendront en tout cas d'amenuiser, de réduire ces problèmes de qualité et de couverture. Nous avons demandé à l'ensemble des opérateurs du secteur que nous régulons un plan d'action d'ici un mois pour voir avec eux comment nous allons juguler, bien amenuiser encore dans un premier temps ces problèmes de qualité et de couverture. L'amélioration de la couverture, c'est en grande partie l'affaire des opérateurs qui devront présenter un plan d'action. L'exposé que nous avons reçu a pu montrer effectivement des manquements, mais également a mis le doigt sur peut-être une approche qui devrait fédérer l'ensemble des ressources disponibles. Bien entendu, les opérateurs ont une première responsabilité qui est d'investir pour apporter ces réseaux et services aux Sénégalais. Et en cela, nous avons un cahier des charges qui nous donne la marche à suivre. Et chacun fait de son mieux pour dérouler ce cahier des charges. Et je pense qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir une nouvelle dynamique sur le marché sénégalais avec de nouveaux investissements. Rendez-vous est donc donné dans un mois, même cadre, la concertation. Et puis sur l'international, Human Rights Watch dénonce une répression croissante des libertés de réunion et d'expression en Guinée. Cela fait suite aux manifestations engendrées par la modification de la Constitution. Le gouvernement, de son côté, rejette ce rapport. Maguette Soare Diallo. Le dernier rapport mondial de Human Rights Watch sur les droits humains accable la Guinée. Dans ce rapport, il est affirmé qu'il existe une répression croissante des libertés de réunion et d'expression. En 2019, pour rappel, en juillet dernier, l'Assemblée nationale guinéenne avait adopté une loi controversée sur l'usage de la force par la gendarmerie. Pour Jim Wormington, chercheur, cette loi représente un pas de plus envers l'impunité pour les actes commis par les forces de sécurité en Guinée pendant les manifestations. Toutefois, ces critiques ont été rejetées par le gouvernement guinéen. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Albert Camara, se dit étonné de certains éléments de ce rapport, soutenant que le droit de manifester est respecté dans le pays. Albert Camara affirme que le gouvernement est aussi conscient de l'enjeu important à déterminer les violences qui se déroulent pendant les manifestations, à rechercher les auteurs des crimes et qui, conclut-il, déplaisent au gouvernement guinéen.
Et puis en sport, éliminatoire Cannes 2021, la double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau se jouera le 23 et 31 mars prochain. Cela fait suite au réaménagement du calendrier par la Confédération africaine de football. Et puis volleyball, du 17 au 19 janvier prochain, la deuxième édition du tournoi de volley entre clubs du Sénégal et de la Gambie va se tenir au Stadium Marius Ndiaye. Une compétition d'intégration que les organisateurs comptent élargir aux autres pays de la zone 2. Cher Sadi Boudiara, Mardien. La fraternité sénégambienne, encore magnifiée le week-end prochain. La deuxième édition du tournoi de volleyball entre les clubs des deux pays se tient au Stadium Marius Ndiaye. Et maintenant, c'est la deuxième édition qui sera organisée ici, à Dakar, au Stadium Marius Ndiaye. À partir du 16, l'arrivée des délégations. Le 17, commencement des compétitions. Et le dimanche 19, la finale. Départ des délégations le 20. Donc, ce sera une compétition en hommes et en dames. 4 équipes hommes, 4 équipes dames. Mais ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de moyens. On est presque avec un budget de presque 20 millions de budget. Et on a vraiment essayé de trouver des sponsors, des partenaires. Mais j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, les autorités étatiques ne nous ont pas encore répondu. Un tournoi, prémisse d'une compétition zonale. C'est d'abord essayer d'unir nos forces entre nos deux fédérations, la fédération gambienne et la fédération sénégalaise de volleyball. La fraternité, l'amitié, vraiment, et essayer de mettre en valeur le slogan Sénégambie. C'est tout simplement, vraiment, parce que nous envisageons de réunir même nos deux championnats l'année dernière ou dans 2 ans. Essayer de faire un seul championnat entre la Gambie et le Sénégal en volleyball. Et ça, on est vraiment sur le chemin. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure du possible on peut organiser un tournoi international, pas uniquement entre le Sénégal et la Gambie, mais entre les pays de la zone 2. C'est pour cette raison on a invité cette année les présidents de la zone 2 qui ne sont pas tous concernés par la compétition pour qu'ils viennent voir et qu'on puisse avoir une discussion entre eux et que peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans qu'on puisse avoir vraiment le tournoi de la zone 2 des clubs vainqueurs de coupe. Vainqueur seulement chez les dames lors de la première édition tenue en Gambie. Le Sénégal compte réaliser à domicile le doublé pour réussir le défi de l'organisation et de la participation. Merci à vous, cher Sadi Boudiara. C'est la fin de ce 20h. L'information revient à 0h avec le tout en image. Mais en attendant, je vous laisse l'antenne avec Aram Touré pour la deuxième partie de Soir d'Info. Merci bien, cher Tidiane.